Alors la vision du proctologue, parce qu'on est également soumis, nous, à ces patients qui viennent nous voir, hein, pas pour nous poser toujours des questions sur comment faire, mais ça arrive. Hein. Le rapport sexuel anal passif, hein, c'est défini par un rapport sexuel avec une pénétration anale, que ce soit avec un pénis ou avec un objet, et objet quel qu'il soit bien évidemment. Donc c'est une pratique qui est courante, pas que chez l'homosexuel, c'est vrai qu'il y a pas mal de travaux qui sont un petit peu trop focalisés sur la sexualité masculine, mais également chez la femme hétérosexuelle. Et moi j'ai une autre étude ici hein, qui montrait sur plus de 3400 femmes que 68% pratiquaient la sodomie et que 57% la trouvaient positive et donc la renouvelaient. Dans le même temps, on a vu se développer les pratiques paraphiliques avec le fisting, lorsqu'on rentre un point à l'intérieur. Des objets parfois de très grand format, ça paraît impressionnant de voir ce qui peut rentrer. Les rapports répétés, notamment avec non pas un partenaire, mais 2, 3, 4, 5, 6 plus. Et puis l'utilisation, vous avez hier une présentation sur la chemsex, hein, ces substances qui font qu'on perd un petit peu conscience et qu'on perd également le compte des partenaires dans la soirée. Alors, les interrogations qu'on peut avoir de la part de nos patients, c'est un petit peu la crainte qu'ils peuvent avoir avec les risques hein, sur la continence, sur les hémorroïdes. Est-ce que ça me donnait des hémorroïdes? Est-ce que ça me peut faire une fissure anale, des infections? Également, est-ce que c'est dangereux si je n'ai beaucoup, si je rentre quelque chose de gros? Et puis, comment on se prépare sur les lavements, quel type, et comment les faire? Il faut donc répondre si c'est une sexualité qui est à risque. Il faut bien interroger les patients de ce qu'ils font exactement. Ce n'est pas la même chose d'avoir un rapport sexuel anal avec son copain et puis avec la bande de ses copains. Et puis savoir s'il faut les mettre en garde ou les rassurer tout simplement. Alors juste pour vous rappeler que le canal anal, donc sphincter anal interne, participe à la pression de repos. L'externe, lui, sert à bien serrer. Que ce n'est pas du tout lubrifié. Donc il y a une préparation toujours à faire avant si on ne veut pas avoir des dégâts. Mais qui peut se dilater pas mal, hein, donc, et sans douleur, soit sous anesthésie générale. C'était une technique avant pour le traitement chirurgical de la maladie hémorroïdaire, une technique de l'ordre où on dilatait 1, 2, 3, 4 doigts, jusqu'à éclater le sphincter anal interne. Et puis sinon, avec des lubrifiants, des murolaxants, avec beaucoup de patience, on arrive à dilater énormément, vu qu'on arrive à rentrer une main, deux mains, mais a priori pas sans dégâts. Alors, concernant l'incontinence anale, est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il faut faire attention? Il y a eu pas mal de travaux. En fait, la plupart des travaux se sont centrés là-dessus. Donc, un vieux travail qui avait été centré sur une population homosexuelle qui avait donc des rapports anopassifs. Et donc là, ils avaient étudié donc, sur le plan physiopathologique, hein, donc avec manométrie, exploration physiologique, et puis ils avaient bien détaillé hein, quel rapport sexuel, de quoi on parlait. Donc, c'était des patients qui avaient des rapports depuis au moins une douzaine d'années, avec un nombre médian de partenaires sur ce 12 ans, 200. Mais vous voyez que les intervalles, ça allait de 1 à 1500. Une fréquence médiane de rapport qui était de 2,5 par mois, mais encore avec des intervalles assez impressionnants, puisque c'est jusqu'à 90 par mois. À plein de temps, quoi. Ce qu'ils ont ressorté, ou si on peut dire, comment? Oui, ou 10 par semaine. Un peu plus. Donc, en cas de rapport anal passif, donc, ces patients décrivaient une incontinence anale qui était plus fréquente hein, par rapport aux témoins. Incontinence anale, flatulence, mais également des selles liquides et solides avec des urgences défécatoires. Et qui avait une pression donc, sur le vide physiologique, une diminution significative de la pression anale de repos. Donc cette étude montre également qu'il fallait faire attention un petit peu au challenge, on va dire. C'est quand il y a c'était de FIS qui était fait, la pression anale de repos était nettement diminuée. Et il y avait également un volume maximal tolérable qui était plus important, mais ce qui est un petit peu logique lorsqu'on a l'habitude d'avoir 2 points dans le derrière, au bout d'un moment, ça se distend. Et la conclusion des auteurs était juste de dire que, attention, il faut bien lubrifier, bien préparer, parce que sinon ça peut déchirer et on peut se faire mal. Ce travail, lui, s'est pas centré uniquement chez les hommes, hein, mais également chez les femmes cette fois-ci, avec un courrier électronique qui était envoyé à plus de 1000 femmes et qu'ils interrogeaient sur leur sexualité. Donc il y avait 32% qui faisaient ça, qui avaient fait ça au moins une fois, 12% de façon régulière. On leur demandait s'il y avait une incontinence anale chez ces patientes. Donc, elles précisaient qu'ils avaient une incontinence anale dans 70% des cas et fécale pour 15% des cas.
Et elle considérait que c'était les rapports par voie anale qui étaient responsables de cette incontinence dans 10% des cas. Avec un score d'incontinence anale fécale plus élevé lorsqu'ils avaient eu un rapport anal dans le mois, avec un risque multiplié par 2,5. Donc il semblait avoir un risque. Travail récent, 2016, là, homme-femme, pareil, une enquête électronique, c'est un répondeur, hein, donc c'était des questions fermées, les gens devaient répondre oui, non, de façon précise. Donc le sexe anal était, donc rapport sexuel anal plus chez les femmes, hein, 37% comparé à l'homme, 4,5%, et l'incontinence anale fécale plus fréquente chez la femme, 8,3 et 5, à peu près 5 chez l'homme. Il considérait que c'était les rapports par voie anale qui expliquaient cette incontinence fécale, hein, chez près de 10% chez la femme. Hein, ceux qui n'avaient pas de rapport par voie anale, eux, ils avaient l'incontinence dans à peu près 7%. Et l'homme également, un peu plus d'incontinence fécale, 11 contre 5. Et le risque était plus important dans ce travail chez l'homme. C'est-à-dire qu'on avait plus de risque d'avoir une incontinence fécale si on avait des rapports anaux que la femme. Alors, il y avait des biais dans ce travail, hein, donc il y en avait pas mal. Hein, lorsqu'on calculait les scores vraiment d'incontinence anale, ben, il n'y avait pas de différence qu'on ait ou pas des rapports par voie anale. Au niveau de l'interrogation, de l'interrogatoire, c'était fermé, c'était un ordinateur, hein, c'était un répondeur qui enchaînait à chaque fois les questions des patients. La fréquence des rapports n'était pas quantifiée, on ne savait pas exactement ce qu'ils faisaient, quels étaient le type de rapport. Il n'y avait aucune notion sur les antécédents de chirurgie anale, d'accouchement traumatique, si c'était des rapports par voie anale un petit peu hors normes, et s'ils étaient consentis ou pas. À nouveau un travail sur la population homosexuelle, hein, qui elle plutôt trouvait que finalement il n'y avait pas de risque. Hein, en petit échantillon, 14 patients contre 10 témoins, enfin 14 sujets contre 10 témoins, pas de différence. Les seules différences étaient au niveau de la manométrie rectale, une pression anale de repos encore une fois plus diminuée lorsqu'on a des rapports par voie anale, mais une contraction volontaire qui était identique. Et l'échographie endo-anale qui était réalisée, il ne se passait rien de particulier. J'ai résumé ça sous une diapositive. A priori, ce qui se passe de façon sûre et certaine, c'est qu'on a une diminution de la pression anale de repos lors de la manométrie, et que les lésions du sphincter anal interne ne peuvent apparaître que lorsque les dilatations sont trop importantes. Donc cette relaxation, cette diminution de pression de repos, hein, pour certains auteurs, serait due tout simplement au fait que lorsqu'on introduit une sonde dans un canal anal qui a l'habitude de recevoir, il est accueillant, il se détend et on ne serre pas derrière. Est-ce que les plus fréquentes ou pas? C'est pas évident à faire parce que dans tout ce qui a été fait, les populations étaient différentes. Les antécédents n'étaient pas toujours bien retrouvés. On ne savait pas quelle sexualité anale, de quelle sexualité anale on parlait exactement. Je pense qu'il faudrait creuser un petit peu plus ce sujet avant de conclure un risque réel. Concernant les IST, on en a touché un mot, hein, docteur Pavageau, hein, ce risque est important, hein, c'est vraiment un problème de santé publique avec une augmentation vraiment exponentielle, tous les ans ça monte. Il n'y a pas que la PrEP, hein, ça commence à augmenter avant la PrEP. Hein. Les confections sont très très fréquentes. C'est important de bien repérer ces patients qui viennent en général parce qu'ils ont mal au derrière, éventuellement avec des écoulements. C'est un terrain à risque, hein, qu'il faut savoir subodorer et donc bien examiner. Avec une prise en charge qui doit être systématique. Alors, juste mets quelques diapositives là-dessus. Donc systématique, c'est-à-dire quoi? C'est qu'on va viser en général le gonocoque et le chlamydia. Hein, donc les patients doivent partir avec un traitement par ceftriaxone, donc en intramusculaire dans l'idéal, et de doxycycline pour le chlamydia. Il y a différents types de chlamydia. Au pire, c'est ce qu'on appelle une LGV, c'est 3 semaines. Selon l'orientation clinique, là, pas besoin de faire des prélèvements, hein, avec le valacyclovir, 10 ou 5 jours en fonction si c'est une prime infection ou une récurrence, plus des antalgiques bien sûr. Et lors de la consultation de contrôle, toujours vérifier est-ce que le gonocoque ait des résistances. Pour la syphilis, si jamais on a sur le résultat des prélèvements, mettre en route le traitement adapté. Et pour également ce qu'on appelle le muculosma genitalium, qui est en train de monter de plus en plus, avec pas mal de formes asymptomatiques, mais on se contamine sans arrêt, également non seulement par des rapports par voie anale, mais buccale, avec des réservoirs asymptomatiques, avec des résistances de plus en plus fréquentes. Le dépistage
des partenaires est vraiment très conseillé pour rompre le cercle de contamination. Et il faut rechercher également les portages multisites, de la bouche, également vaginale, donc envoyer les patients voir le gynéco. Et puis une surveillance. Ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas uniquement des résistances au traitement, mais ce sont des nouvelles infections. Ce sont des patients qui ont beaucoup de partenaires, ça tourne sans arrêt, et donc on va s'attraper le gonocoque plusieurs fois dans l'année. Tout ça, ça sera développé lors d'une séance de FMC en procto au GIFOD. Je vous encourage à venir. Pour la fissure anale, peu donné dans la littérature. Il y a juste un papier de Laurent Abramovitz qui avait étudié chez ses patients VIH positifs. Il avait recherché notamment, en fait, s'il y avait des lésions, c'était centré sur les condylomes. Mais les patients qui avaient une fissure anale, il y en avait 10%, mais il n'y en avait pas plus qui avaient des rapports par voie anale ou pas. Donc, a priori, pas de risque en particulier. On avait juste ça comme travail. Pour les hémorroïdes, ça se revient souvent, en tout cas moi dans ma pratique, parce que ça un problème pour mes hémorroïdes. Le même papier, le chiffre c'était 13,5% des patients avaient des problèmes hémorroïdaires, mais il n'y avait pas plus qu'ils aient des rapports par voie anale ou pas. Par contre, le problème est plutôt lorsqu'on doit faire un traitement pour les hémorroïdes, chez ces patients qui ont des rapports par voie anale, faire attention à leur laisser la possibilité de poursuivre leur activité sexuelle. Alors, traitements médicaux, instrumentaux, pas de souci. Par contre, pour la chirurgie, il faut faire attention, notamment pour la technique de Longo, qui est une technique d'agrafage. Il peut y avoir des agrafes qui peuvent rester de temps en temps, ou une sorte de petite fibrose qui peut rester, qui peut gêner vraiment les rapports par voie anale. Et il peut également, il y a eu des cas comme ça, des papiers qui sont sortis sur des ruptures, donc déchirures du préservatif, et donc contamination par des infections. La douleur, on en a parlé tout à l'heure, donc sur la douleur, ça peut faire mal parfois. Quand ça fait très très mal, il y a un terme qui est sorti, c'est l'anodyspareunie, qui doit imposer l'arrêt bien évidemment du rapport. Il y a eu 2 papiers qui sont sortis chez l'homosexuel masculin. Ça concernait 2% des patients. Et le problème était une lubrification insuffisante et une insuffisance de préparation par stimulation. Chez la femme hétérosexuelle, dans près de 9% des cas, et lorsqu'on demandait aux femmes, à votre avis, pourquoi ça n'a pas été, c'est parce qu'elles disaient qu'on se sentait trop tendu. Donc très certainement également une éducation à faire sur l'érotisme anal avant d'aller vers la pénétration. Sur la dyschésie, alors ça c'est un truc, il n'y a rien du tout dans la littérature. Pourtant, lorsque on fait des séances de mano, même surtout pour les rééducations, les rapports anaux non désirés dans le passé, ça ressort assez souvent chez ces patients dyskésiques, mais il n'y a rien du tout dans la littérature. Enfin, pour finir, les lavements. Alors les lavements, il y a un petit peu de tout, comme vous voyez, il y a différents types de lavements, et tout dépend... Il y a une petite flèche là ? On peut faire un petit peu de tout, là, comme on précise. Ça, c'est pour une soirée pépère avec son copain, et ça, c'est avec le club de foot local. Donc, si ça doit durer très très longtemps, ou si on doit mettre quelque chose d'assez long ou assez gros, dans ces cas-là, on conseille vraiment de faire des gros lavements à l'ancienne. Tout dépend du plan prévu. Et donc, il y a une grosse étude qui a été faite, qui était très, très intéressante, via un site internet de rencontres gays. Et il y a beaucoup de personnes, vous pouvez dire 80%, qui faisaient ces lavements. Donc la plupart du temps, c'était essentiellement pour être propre, pas pour avoir... vous voyez de quoi je veux parler. Et également, sentir toujours bon. C'est les causes principales. Donc on utilise de tout, soit ce qu'on trouve dans le commerce, notre fameux Normacol, la petite poire à lavement, la douche qu'on branche, le système qu'on branche sur la douche. Il faut faire attention, leur expliquer pas trop chaud, pas trop froid, pas trop longtemps, parce que ça peut produire des dégâts sinon. La plupart du temps, c'est de l'eau courante qui est utilisée, du robinet. Alors pour conclure les risques, qu'est-ce qu'on peut leur dire au vu non pas de nos expériences, mais plutôt de la littérature? La continence, peut-être, donc, mais il faut penser surtout à bien lubrifier, utiliser éventuellement des relaxants. Dr Pavajon en a parlé pour se détendre et y aller doucement. Les hémorroïdes, a priori, pas de souci, mais toujours la même chose, il faut mettre du lubrifiant. La fissure anale, non, a priori, mais toujours la même chose, bien lubrifier avant. Et puis sur les IST, oui, il faut vraiment leur conseiller de mettre le préservatif, parce que même avec la PrEP, le VIH ne passe pas, mais tout le reste, ça y va.
En fonction de la fréquence, de façon assez logique, on peut penser que oui, hein, il peut y avoir un certain risque. En fonction de la taille, certainement, un bras, 2 bras, ça fait un gros diamètre. Donc on pense qu'au vu de ce que donnait la technique de l'ordre, on rentrait les doigts, on faisait après échographie, il y avait un éclatement sphinctérien. Forcément, si on rentre une main, ça doit éclater le sphincter anal interne. Les lavements, pas de risque particulier, il faut faire attention, surtout avec les systèmes qu'on branche sur la douche, ne pas laisser le robinet ouvert trop longtemps. Donc un risque, a priori non, mais à condition qu'elle soit consentie et préparée. Il faut bien préciser de quoi on parle avant de dire ça aux patients. Hein. Donc sexualité normale, entre guillemets, hein, tranquille, oui. Dès qu'on rentre dans d'autres choses, on n'a pas, peut-être faire attention, on n'a pas la réponse, mais on pense qu'il y a peut-être des risques, très certainement. Et en fait, est-ce qu'il faut les mettre en garde? Donc finalement, les deux, en leur faisant bien préciser toujours de quoi est-ce qu'ils parlent. Donc il y a pas mal de questions, hein, je finirai juste là-dessus. Hein, donc sur les séquences proctologiques, il n'y a quasiment aucun travail, on ne sait pas vraiment si ça provoque des problèmes. Sur le périnée postérieur, on n'a rien du tout. Quelques articles sur l'incontinence anale, mais avec les limites méthodologiques que je vous ai montrées. Et puis faire la distinction entre une pratique anale classique, hein, et puis tout ce qui est paraphilie. Et ça fera donc le sujet d'une étude prochaine du GREP. Pour avoir des réponses et qui sera coordonné par Dr Garros. Je vous remercie.